Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission politique hebdomadaire, comme chaque lundi à 20h15, Débat News sur Tunesnet TV. Nous revenons sur l'actualité de la semaine dernière. Et nous ne recevrons pas ce soir sur notre plateau Monsieur Feljeni Dormen du parti Nahda, qui a été empêché en revenant de Bizerte par la circulation pour assister sur notre plateau ce soir et discuter de l'actualité de la semaine dernière. Mais justement, pour discuter de cette fameuse actualité, nous recevons ce soir Monsieur Abdelwaheb Belhaj, membre du bureau politique du parti El Massar. Bonsoir. Bonsoir. Je reçois aussi M. Manzar Ben Ahmed, membre de l'instance constituante du mouvement Al-Wafa. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Nasser Brahmi, député à l'Assemblée nationale constituante et ex-membre du mouvement Al-Wafa. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on va commencer donc le débat sur l'actualité de la semaine dernière. Je vais commencer par le parti Al-Wafa. Il y a des informations à propos de votre contribution dans la constitution du nouveau gouvernement. Si vous pouvez nous éclaircir un peu plus par rapport à ces questions. Bon, pour le parti Al-Wafa, on a commencé à discuter avec les différents intervenants dans le futur gouvernement. Et essentiellement un Nahda concernant le programme du gouvernement pour l'étape, c'est-à-dire avant de terminer cette période aussi délicate pour le peuple tunisien et pour sa révolution, et pour la réussite de la révolution. Maintenant, nous sommes réellement sur le programme. On est encore sur le programme, on cale un peu sur le programme, parce qu'au début, on a fait juste un contact entre trois partis et un groupe parlementaire, Karama et Hurriya. Donc on a commencé à établir déjà une charte entre les quatre partis, et je suppose que maintenant les choses ont changé. Et toute la donne a changé. Donc maintenant, on est vraiment... Monsieur Nasser Brahmi, est-ce que vous êtes d'accord avec les positions du mouvement Al-Wafa, vu que vous êtes un ex-membre du mouvement Al-Wafa? Est-ce que vous êtes d'accord avec leur rentrée dans la constitution du nouveau gouvernement de Ali Araïf? Avant de me retirer du mouvement Al-Wafa, nous avons débattu de la nature du gouvernement qui doit être mis en place incessamment. Et il y avait deux possibilités, ou bien un gouvernement de technocrates, de compétences, si vous voulez, nationales, ou bien un gouvernement de politique. Personnellement, lorsque j'étais au parti, eh bien, j'ai défendu la position d'un gouvernement de technocrates. Pourquoi un gouvernement technocrate? Parce que je voyais qu'un gouvernement de politique, ça revenait à, si vous voulez, remettre en selle un gouvernement de la Troïka bis. Et d'autant plus qu'au début, ce qui était proposé, les partis qui allaient former ce gouvernement de Troïka bis étaient un Nahda, en plus du mouvement Wafa, et le CPR, en plus du bloc Hurriya et Al-Karam. Monsieur Abdelwaheb, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Pour nous, le mouvement Al-Massar, notre position a toujours été claire. Nous avons soutenu la proposition de l'ex-chef du gouvernement, Hamadi Jebeli, concernant qui a fait le constat de l'échec total. J'ai une question avant que vous continuiez. Est-ce que d'après vous, selon vous, Hamadi Jebeli, le fait d'avoir pris la décision de former un gouvernement de technocrates, est-ce que c'est lié à l'assassinat de Chokri Blaïd, ou cette décision de former un gouvernement technocrate était dans sa tête bien avant l'assassinat de Chokri Blaïd? Bon, on ne peut pas entrer dans les intentions des personnes, mais ce qu'il affirmait, lui, c'est que cette idée avait déjà été en train de mûrir dans sa tête. Et avec l'assassinat de Chokri Blaïd n'a fait que précipiter cette décision et cette prise de décision. Qui a été refusée par le parti Nahda et le Conseil de la Shura, qu'on rappelle. Oui. Donc nous, notre position, elle est claire. Notre position déjà, au lendemain des élections du 23 octobre, nous avions dit que le peuple tunisien a élu une assemblée constituante
pour une année, pour la rédaction d'une constitution pendant une année. Qui dure un an. Et qui n'a en aucun cas, le peuple tunisien n'a en aucun cas donné un mandat aux élus de gouverner le pays pendant une période indéterminée. Et donc notre position pour un gouvernement de compétence nationale, nous l'avons déjà soutenu à l'époque. Nous avons dernièrement donc, avec l'échec reconnu du gouvernement Jebeli, sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, ce qui a abouti finalement à l'assassinat de Chokri Belaïd, sur le plan de la prolifération des armes dans le pays, sur le plan du coût de la vie des citoyens. Tous ces problèmes-là nous incitent aujourd'hui à défendre la nécessité d'un gouvernement de compétence nationale. D'autant plus que la décision de désigner M. Ali El-Araïd en tant que chef du nouveau gouvernement, nous estimons c'est un choix un peu, disons, arbitraire. Surtout que si le gouvernement Jebeli a échoué, l'un des facteurs principaux de l'échec de ce gouvernement-là, c'était Ali El-Araïd. C'était lié à M. Ali El-Araïd. Est-ce que vous êtes d'accord, le parti Ouafé, parce que ou pas? La situation sécuritaire... Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec monsieur? Surtout sur l'affaire de technocrates. La situation sécuritaire dans le pays a influé sur tous les autres éléments, sur l'économique, sur l'investissement, sur le niveau de vie, etc., sur les prix. Très bien. Donc, vous concluez vite fait, on passe à une autre question, allez-y. Donc, notre position, c'est... nous tenons toujours à un gouvernement. Alors, je reviens vers vous, allez-y. Oui, monsieur Nasser qui va faire l'unanimité, disons, le consensus entre les différentes forces politiques. De toutes les façons, la proposition du Premier ministre, M. Jebeli, d'opter pour un gouvernement technocrate, je crois que déjà, c'était l'aveu d'un échec total du gouvernement de la Troïka. Et que par conséquent, si le pays devait chercher une voie donc solitaire, ça devrait être vu ailleurs que dans un gouvernement de politique. Et à plus forte raison, ce gouvernement ne devrait pas quand même être dirigé par le ministre de l'Intérieur, Ali El-Araïd, qui lui-même endosse une grande responsabilité de l'échec. Pour vous, c'est un échec. Inadmissible que... Il est inadmissible qu'on charge Ali El-Araïd de diriger, si vous voulez, le gouvernement, alors que lui, si vous voulez, il était le héros de tous les avatars, l'insécurité qui règne, si vous voulez, les armes qui fusionnent un peu partout, les meurtres, et d'autant plus lorsque l'on en arrive aux assassinats politiques, alors là, qui devrait assumer la première responsabilité, sinon Monsieur Mandel. Oui. Alors, allez-y. Oui, moi je pense que concernant cette affaire de gouvernement de technocrates, je pose des questions à tout le monde. Est-ce que vous pouvez me donner, là où il y a dans le monde, un gouvernement de technocrates? Parce que ce qu'on appelle technocrates, c'est des techniciens. On ne peut pas gouverner le pays sans politiciens. Je pense que chacun de nous a une spécialité, disons, au travail qu'il est en train d'accomplir, ou bien, disons, au diplôme qu'il a obtenu. Mais réellement, le pays, maintenant, surtout maintenant, il a besoin de politiciens. Mis à part le fait que, comme a dit M. Nasser, que le gouvernement de la Troïka a échoué, c'est tout à fait évident, puisque c'est le chef de gouvernement qui l'a annoncé. Donc maintenant, on n'invente pas la Lune. Mais pensant sérieusement à cette période, c'est une période politique assez dure pour tout le monde, à la fois pour l'élite, pour le gouvernement et pour l'opposition, et pour le peuple aussi. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes maintenant qui se posent à la fois sur le plan sécuritaire, à la fois sur le plan de la cherté de la vie,
et surtout sur le plan de la réédition qu'on n'a pas encore commencé, la réédition des comptes. C'est-à-dire, nous, on est en train d'observer les gens et les malfaiteurs qui ont volé l'argent de ce peuple circuler devant nous et même parler sur des chaînes de télé et leur offrir... Vous faites référence à l'idée tous. Allez-y. Non, même des hommes d'affaires. D'accord. Les hommes d'affaires que tout le monde connaît, maintenant, ils se prennent le luxe pour parler de tout le monde, de tous les politiciens, c'est-à-dire de l'ère avant les élections, qu'après les élections, et d'insulter tout le monde. Le mouvement Wafé, vous allez rentrer avec le gouvernement de Ali Alaï, vous allez faire partie de ce gouvernement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant nous sommes en observation. En observation. Mais quelle est votre réaction quand vous voyez qu'il y a eu une rencontre entre Ali Alaï et Beji Caïd Sebsi dernièrement? Oui, on l'a. D'ailleurs, le président du mouvement Wafé l'a évoqué avec Ali Alaï et a vraiment expliqué pour Ali Alaï que tout ça n'est pas normal. Bon, il a répondu que maintenant, pour essayer de calmer l'opinion publique et essayer d'avoir plus de... Pour vous, l'idée ne doit pas faire partie du gouvernement? Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord, Massar, avec ça? Bien sûr, pour nous, c'est impératif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, oui. Massar? Que l'idée ne fasse pas partie du prochain gouvernement ou de la coalition? C'est Nida Tounes lui-même qui n'est pas prêt à faire partie de ce gouvernement de Ali Alaï. Et tout le front, disons, de l'Union pour la Tunisie, tous les partis qui font partie de l'Union pour la Tunisie ne sont pas prêts à entrer dans le gouvernement de quotas politiques que se prépare à mettre en place M. Abdelharaïd. Donc ce n'est pas l'autorisation de Nahda ou du CPR ou du Wafé qu'attend Nida Tounes pour en faire partie. Monsieur Nasser. Moi, je voudrais quand même revenir un peu sur l'éventuelle rentrée de Wafé au gouvernement. Au début des négociations, le mouvement Ennahda a informé, si vous voulez, l'équipe de négociation de Wafé que Ennahda allait accepter le programme du mouvement Wafé pour leur permettre de rentrer au gouvernement. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, on voit que quand même il y a une volte-face de la part d'Ennahda, puisque ce qu'on leur a affirmé dans les dernières, si vous voulez, réunions, c'est qu'il ne peut pas y avoir dans cette étape transitoire ni de reddition de comptes, ni de démantèlement du système de corruption et tout, ce qui fait que, eh bien, Ennahda ne pouvait pas, si vous voulez, tenir ses promesses. Et personnellement, lorsque j'étais à Wafé, j'ai âprement défendu, si vous voulez, le refus de rentrer dans un gouvernement, parce que je ne faisais pas confiance à Ennahda et je croyais qu'il allait, ce mouvement-là, il allait jouer avec tous les partis. Et en fin de compte, nous voyons ce qu'il propose aujourd'hui. Eh bien, une sorte de gouvernement un peu dilué, un peu, si vous voulez, avec un programme qui est très flou pour ce qui reste de la période transitoire. Donc, ce n'est pas de nature à encourager quiconque, qui que ce soit, à rentrer dans le gouvernement. Et justement, à l'ANC, quelle est votre réaction par rapport à ce gouvernement que Ali Alaï voudrait former? Et on n'a pas entendu beaucoup de déclarations des députés à l'ANC. Personnellement, le jour où ce gouvernement va, si vous voulez, être soumis à la confiance de l'Assemblée nationale, je voterai contre ce gouvernement. Parce que c'est un gouvernement de politique, comme ils disent, et d'autant plus que si c'est un gouvernement de politique, ceux qui ont échoué dans toutes les démocraties, celui qui échoue, il se retire et qu'il cède la place aux autres pour proposer autre chose. On a vu le chef du parti Rachel Ghanouchi qui a déclaré, cette fois-ci, il est revenu sur ses décisions en disant, OK, les ministères régaliens, c'est-à-dire le ministère de la Justice, des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, surtout le ministère de l'Intérieur, qui y allait avoir une personnalité indépendante. Alors, est-ce que c'est une stratégie ou...
Stratégie politique ou qu'est-ce qui se passe? Simed, je crois qu'en politique, on ne peut pas... Je reviens vers vous. Hein. Oui, bien sûr, on ne peut pas faire des annonces, disons, avant qu'on voit les choses se passer. C'est-à-dire dire que... paroles, voilà, selon vous. Oui, bien sûr. D'accord. Mais pour moi, et pour le mouvement Wafa, on est au courant que Rachid Ghanouchi à Radio Kalima à 7 h du matin, il l'a annoncé. Et... Pour nous, c'est vendredi dernier, oui, 7 h du matin. Pour nous, c'est un revirement de position pour Nada. Il est un peu habitué à revirer toujours de position, non? Oui, et il a expliqué pour dire que le CPR, Takatr et Karama et Hurriya, et c'est ça, les trois, disons... Bon, Takatr, ils ont dit qu'ils allaient pas rentrer. Même Takatr, oui, ils tiennent à ce que ces ministères soient indépendants. Oui. Voilà. Donc, nous, on tient toujours notre position, on tient toujours, et on la tiendra toujours, c'est-à-dire, la période, c'est une période politique, purement politique. Et passer ce cap très difficile, ne se fait pas avec des techniciens ou des technocrates, parce qu'un politicien, il doit avoir une forte personnalité, il doit être un décideur qui peut agir et qui peut changer la réalité. Mais qu'est-ce que c'est que la politique? C'est changer la réalité pour le peuple, pour que le peuple soit réellement à l'aise dans sa vie privée, dans son quotidien. Monsieur Abdel Waheb. Monsieur le représentant du mouvement Wafa, qui dit que le gouvernement, en cette période-là, doit être forcément un gouvernement politique et éminemment politique, je dis que le gouvernement Hamadi Jbeli a été un tel gouvernement. Et il a travaillé pendant bientôt 1 an et demi. Quels ont été les résultats de ce gouvernement? Les résultats ont été catastrophiques. Rien n'a été fait. Ni la justice transitionnelle dont ils sont en train de parler du matin au soir sans essayer de faire quoi que ce soit dans ce sens, ni résoudre aucun des problèmes qui se posent au pays avec une grande acuité. Mais qu'est-ce que nous avons vu en même temps? Nous avons vu que les partis au pouvoir, que la Troïka, et en particulier le mouvement Nahda, pendant toute cette période-là, s'est occupé de s'enraciner dans les institutions de l'État, dans les administrations publiques, dans les régions, dans les gouvernorats, dans les délégations, et plus que ça, et encore plus, encore plus grave, nous avons vu apparaître sous le nom de Ligue de protection de la Révolution des milices de partis. Est-ce que vous pensez que c'est des milices de Nahda? C'est des milices des partis au pouvoir. Et ce n'est pas par hasard que, à l'insu de tout le monde, en juin 2012, l'autorisation a été accordée à cette soi-disant association. Comment peut-on accorder... terrorise la population, quand même. Une association qui, soi-disant, qui se prétend être la protectrice de la Révolution et qui intervient par la force et par la violence contre tous les adversaires politiques des partis au pouvoir. Monsieur, alors, donc, si nous parlons aujourd'hui d'un gouvernement de compétence nationale, autour duquel, bien sûr, doit se faire le consensus des forces politiques. Où tous les partis doivent être impliqués dans ce... Voilà, doivent être impliqués, mais ces personnalités indépendantes, ce gouvernement de compétence, devra, entre autres, s'occuper de revenir à l'état initial, de revenir sur toutes les nominations qui ont été faites sans base légale et sans base et sans compétence réelle. Si on a des
placer des gouverneurs ou des directeurs généraux dans les administrations ou ailleurs qui n'ont pas la compétence requise, mais uniquement sur la base de sa appartenance à son parti, qui est au pouvoir, il est nécessaire de revenir sur cette situation-là. Très bien. Parce que si nous parlons de démocratie, pour quelle raison le parti qui est aujourd'hui majoritaire à l'Assemblée constituante, où les élus ont été élus pour rédiger essentiellement une constitution et non pas pour gouverner, ils ont été élus pour une année pour rédiger une constitution. On a bien cette année-là est écoulée, c'est terminé. Et comme nous l'avions dit, aujourd'hui, en principe, la période d'après le 23 octobre 2013 aurait dû être une période d'un gouvernement de consensus national. La parole à M. Mandel pour qu'il réponde sur la question, et après vous, bien sûr, par rapport à l'Assemblée nationale constituante. M. Mandel. Oui, Simed, et je crois que c'est Abdelwaheb, il a, disons, sur une question bien précise, il a survolé beaucoup de problèmes qu'on est en train de vivre maintenant. Moi, je pense que, et j'insiste sur le fait que c'est un gouvernement politique, au vrai sens du mot, qui doit être installé. Personne ne nie que le gouvernement de Jbeli a échoué. Et bon, après le 6 février, après l'assassinat de Chokri Belaïd, Jbeli, il a pensé, je ne sais pour quelle raison, c'est-à-dire il a essayé de faire tout un revirement sur sa position initiale, mais je pense que pendant le gouvernement, pendant 20 ans de gouvernement Ben Ali, avant on était gouverné par un technocrate de la sécurité, avec des ministres technocrates. On a vécu pendant 23 ans dans une dictature totale. Après les deux gouvernements Ranouchi et Beji Qaïd Sebsi, on a vu Yassine Brahim et Saïd Laïdi qui nous venaient de France en tant que technocrates. Après, ils sautaient chez Nida Touls. Donc, pour nous, maintenant, c'est un constat direct et officiel. Donc pour vous, pas de technocrate au gouvernement? Non, ce n'est pas une question de dire pas de technocrate. La formation, disons, de chacun de nous, elle diffère. Vous êtes journaliste, mais vous ne faites pas de politique, je suppose. Mais vous avez quand même des intentions politiques. Moi, je ne vais pas chercher, disons, dans votre subconscient, quelles sont vos intentions politiques. Mais vous êtes quand même, vous comprenez un peu de politique et vous exercez. J'espère un petit peu quand même. Oui, ça se voit. Oui. Donc, mais je pense que, pour répondre à M. Abdelwaheb et même à M. Nasr, parce que même dans notre institution avant, on parlait de ça, mais c'est Nasr, dans un jeu démocratique, il défendait ses positions et c'est tout à fait légitime. Très bien. Mais moi, je vais revenir sur le fait que pourquoi le mouvement OFR, disons, revient en charge pour accepter de discuter une éventuelle participation dans ce gouvernement. Nous, vous vous rappelez très bien, Simadi, après l'assassinat, donc le 8 février, il y avait un problème pour tout le peuple tunisien et pour tous les politiciens tunisiens, opposition et gouvernement, il y avait un problème de légitimité de l'ANC. Là, la question qui se pose, est-ce que vous vous rappelez très bien que certaines personnes, et vous vous rappelez que Beji Qaïd Sebsi en personne, il a fait douter de cette légitimité. Oui, il a fait une déclaration. On commence à réellement à se créer des problèmes après des élections, entre guillemets, bon, tant bien que mal réussies. Je crois que c'est Abdelwaheb est d'accord avec moi, mais après coup, on va dire que cette constitution, elle a uniquement le rôle
contribuer ou de faire cette constitution, de préparer pour le peuple tunisien, de rédiger cette constitution. Bon, c'est une expérience pour la première fois pour le peuple tunisien. Maintenant, avec le multipartisme, on a une constitution qui est multicolore. Il y a toutes les tendances de gauche et de droite. Donc, laissons-la ainsi travailler. Très bien. Essayons d'établir un agenda politique pour le prochain mandat, disons, électoral. Le temps presse, hein, quand même. Ouais, le temps presse. Oui, le temps presse. Monsieur Nassel, allez-y. Oui. La parole est enfin à vous. Quel type de gouvernement nous propose-t-on aujourd'hui? Après que, si vous voulez, le gouvernement technocrate ou de compétence nationale a échoué et qu'on se dirige maintenant pour un gouvernement de politique, eh bien, il y a deux possibilités. Ou bien un gouvernement de politique restreint, ou bien un gouvernement de politique élargi. Eh bien, pour ce qui est proposé aujourd'hui, ce serait un gouvernement de politique restreint, puisque n'y participerait apparemment que à côté de Ennahda, le mouvement Wafa, le CPR, peut-être le bloc de Al-Karama et Al-Hurriya. Et en plus, il n'y a plus, apparemment, personne. Taket n'a pas encore, si vous voulez, donné une position définitive, mais ce que l'on constate, c'est que s'il se constitue un gouvernement de ce genre-là, eh bien, c'est un gouvernement très restreint. Et d'autant plus que lorsque l'on se met dans la situation où Ennahda, quand même, où le CPR ou même OFR sont traversés aujourd'hui par des divergences très profondes. Donc, c'est un gouvernement qui sera beaucoup plus faible que le gouvernement de la Troïka. Par conséquent, il n'est pas de nature, si vous voulez, à affronter les problèmes réels du pays. Donc, que reste-t-il pour la Tunisie, si vous voulez, comme salut? Eh bien, il reste un gouvernement, si vous voulez, consensuel. Et c'est l'ambition, en principe, de tout le monde. Un gouvernement consensuel, et en plus, il faut que ce gouvernement ait, si vous voulez... Vous acceptez que ce gouvernement, Nida Tounes peut être membre dans ce gouvernement? Non, moi, qu'est-ce que... Est-ce que vous acceptez? Non, je vous pose la question directe. Non. Essayez de me répondre, s'il vous plaît. Non, je ne vois pas les choses comme ça. Quand vous dites que consensuel, qu'est-ce que ça veut dire consensuel? Voilà ce que je dis. Oui, mais il faut répondre aux questions directes. Moi, ce que je dis, que le gouvernement, que vous-même, AOFR, vous acceptez... Oui, est-ce que vous acceptez que Nida Tounes soit dans ce gouvernement? Je vous réponds. Essayez de me répondre succinctement. Je vous réponds. Moi, je considère que lorsque vous rentrez dans un gouvernement restreint, eh bien, ce gouvernement-là, il est dirigé et dominé par Ennahda. C'est un gouvernement qui est dirigé et dominé par Ennahda. Et il va, si vous voulez, reproduire les mêmes erreurs que celui de la Troïka. Donc, pour parer, si vous voulez, à toutes ces difficultés et à ces risques, il faut que le consensus soit le plus large possible. Moi, je ne suis pas là pour désigner quiconque pourrait participer ou non au gouvernement. Mais quiconque, c'est-à-dire quiconque? Non, quiconque. Disons, moi, je l'ai déjà exprimé à l'Assemblée nationale. J'ai dit, participeraient à ce gouvernement tous ceux qui croient aux objectifs de la révolution et ceux qui sont sincères, et les sincères sont ceux qui sont capables de faire des concessions les uns aux autres. Mais que le gouvernement soit sous la houlette d'Ennahda, moi je n'y attends absolument rien, et d'ailleurs je ne vois pas son programme. Et vous-même à faire, après les négociations, je crois savoir que maintenant Ennahda se démet complètement des promesses qu'il a données lorsqu'il a proposé aux gens de rentrer dans le gouvernement, comme par exemple il allait faire la reddition des comptes, ou bien il allait continuer le démantèlement. Eh bien ça c'est reporté pour Ennahda sine die. Allez-y. Moi, je pense, il m'a dit que... J'arrive vers vous, M. Al-Waheb. Moi, je pense dans toute démocratie, mais surtout une démocratie qui se veut
Il faut dire que M. Nasser, il a un peu démissionné du mouvement Ouafé pour des raisons qu'on connaît tous, et sûrement les autres aussi, ils ont dû démissionner pour les mêmes raisons. Ils ne veulent pas faire partie du gouvernement. C'est une des raisons, sûrement. Une des raisons, certainement. Une des raisons. On peut revenir sur les causes et les... Ah, ça, vous avez raison, parce que beaucoup de membres de partis politiques, après que le gouvernement HB est tombé et qu'il a dit qu'il avait échoué, beaucoup de membres de partis politiques ont démissionné, dont Mohamed Abou, etc., etc., et ils sont tous revenus sur leurs décisions. Donc, moi, je pense que je reviens sur ce que vient de dire M. Nasser, sur la possibilité sur la participation des partis politiques dans ce nouveau gouvernement. Disons, dans une démocratie qui se croit naissante et tout. Mais justement, alors, si on va exclure le parti Nada de ce gouvernement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient l'exclure. Oui, bon. Si on va exclure. Non, moi je parle mathématiquement. Mais dans des démocraties, dans toutes les démocraties du monde, le parti qui est majoritaire après des élections, c'est normal que le Premier ministre, il va être chargé de ce parti-là. Il n'est pas majoritaire, il n'est pas majoritaire. Mais nous, il n'est pas majoritaire. Non, c'est-à-dire il devient majoritaire avec ses satellites, avec OFL, le CPR et tout. Donc il est majoritaire. Quand je dis majoritaire, c'est pas majoritaire dans le sens, disons, mathématique du terme. C'est-à-dire en termes de... En termes de sièges de gens à l'Assemblée nationale. En termes de sièges dans l'ANC. Parce que notre repère maintenant, c'est l'ANC. Oui. Personne parmi nous, et même vous, M. Mahdi, ne nie que maintenant, nous acceptons une ANC légitime qui gouverne, qui est la haute instance de ce pays. Là, c'est notre départ. Qu'est-ce que vous dites aux gens quand on parle de gouvernement, c'est-à-dire, on a une petite constitution, la petite constitution. C'est notre... pas très pris en... Oui, c'est notre... Maintenant, c'est notre recours, maintenant. Disons, qu'est-ce que... Dans cette constitution, on dit qu'il faut désigner le Premier ministre du premier parti qui a plus de sièges dans l'ANC. Mais c'est clair. Pourquoi on revient sur... Maintenant, pour le premier parti qui a plus de sièges, il va assembler avec lui pour avoir 50+1 dans disons, la majorité absolue dans l'ANC. Donc, avec ces partis-là, on doit former un gouvernement. Maintenant, on est tous d'accord. Donc, pourquoi revenir sur ces points? Le premier gouvernement Jbeli a échoué, c'est lui qui l'a avoué. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est une vérité. Pourquoi il a échoué? On doit analyser la position et c'est lui qui l'a déclaré. Parce que le programme mis au départ n'a pas été bien ficelé, n'a pas été mis avec l'accord des trois partis. Il a été, et c'est d'ailleurs la cause disons, des problèmes qui ont eu au CPR et à Takatul. D'ailleurs, moi et M. Nasser, nous sommes des ex-CPR. On est parti du CPR pour essayer de créer ce mouvement à faire, pour la simple raison, parce qu'il y a eu ces problèmes de programme du gouvernement. Mais on est d'accord sur ce point. Donc, venons maintenant au problème de ce gouvernement Jbeli. M. Nasser, après M. Abouahel. D'abord, j'arrive vers vous. D'abord, puisque le gouvernement de la Troïka a échoué et l'aveu de Jbeli et même de Taket l'a confirmé. Alors, moi je me demande pourquoi, par exemple, le mouvement Ouafé et le CPR, s'il était vraiment sincère, eh bien, ils auraient œuvré pour la constitution d'un nouveau gouvernement d'une toute autre nature où Ennahda ne serait pas le pivot de ce gouvernement. Le gestionnaire, quoi. Oui, mais c'est ça, parce qu'on aurait pu dire que le Ennahda est celui qui assume, si vous voulez, la part du lion dans l'échec du premier gouvernement. Alors, par conséquent, si on reforme un nouveau gouvernement, si on reforme un nouveau gouvernement, eh bien, le CPR Ouafé, il devait... Moi, c'est dit que M. Nasser ne m'a pas bien compris. Parce que lui aussi, il est député du peuple à l'ANC, et il oublie déjà que, comme j'ai dit tout à l'heure, que Ennahda, elle a 80 sièges, 89 sièges. On aurait pu chercher une toute autre majorité. D'après la petite constitution
constitution. Il faut s'ingénier à trouver une autre majorité que celle qui se constitue à travers un. Tout à l'heure, vous êtes en train de regarder les tac au tac, alors. Je reviens toujours à cette majorité. Oui. Il faut savoir, il faut reconnaître que le peuple a élu une assemblée constituante pour rédiger une constitution en l'espace d'une année. Or, maintenant, vous parlez comme s'il s'agissait d'un parlement, et d'un parlement sans limite dans le temps, parce qu'une fois passé le 23 octobre, une fois passé l'année après les élections, théoriquement, aucune instance n'est en mesure de dissoudre cette assemblée constituante. Cette assemblée constituante, elle peut, si le peuple, évidemment, ne vient pas la chasser, elle peut rester encore une dizaine d'années. Oui, mais c'est Or, nous ne voyons pas, nous n'avons pas vu pendant l'année et demie passée les élus, ou bien la majorité des élus dans cette assemblée constituante, faire des efforts en vue d'arriver à une constitution. Oui. Non plus, nous n'avons pas vu non plus ni une volonté d'appliquer ce que vous appelez là la justice transitionnelle. Que vous employez tout le temps pour essayer d'écarter tel ou tel parti ou tel individu de la scène politique. Oui, est-ce que d'après vous, c'est Abdelheb, vous insistez maintenant. Vous avez une peur que cette justice doit écarter des gens? Est-ce que vous avez cette peur? Non, absolument. Oui, mais c'est un droit. Il faut bien. C'est un droit digne de ce peuple. C'est un droit digne. Mais c'est normal. Je pense que vous, M. Abdelheb, je suis d'accord avec vous qu'on doit faire vite pour écrire cette constitution. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous aussi qu'on va, disons, faire tous ensemble, de ramener l'ensemble des groupes parlementaires vers un consensus, vers le type surtout de gouvernance. D'ailleurs, on est en train de vivre une expérience maintenant parlementaire. Nous sommes en pleine expérience dans un laboratoire de législation, et nous sommes tous d'accord que c'est pour ça que ce gouvernement met du temps pour se confirmer ou bien pour se construire. C'est que cette expérience parlementaire, elle risque de gêner un peu, disons, toute la démarche. Mais essayez d'être sûr. J'arrive vers vous. Oui. Je termine ma phrase, s'il vous plaît. Et puis M. Abdelheb vous répond. C'est Abdelheb. Moi, je veux dire que ça, c'est une expérience que l'histoire va juger un jour de sa réussite ou de son échec, ou relativement disons, du génie tunisien, si on peut appeler ça, même s'il y a des défaillances maintenant. Mais nous, en politique, on doit assurer notre peuple sur l'avenir. On doit essayer de donner plus d'assurance, malgré les problèmes qu'on est en train de subir d'ici et là, comme vous venez d'évoquer tout à l'heure. Alors, M. Abdelheb, il vous répond. Le peuple tunisien, j'arrive, qui a vu l'échec patent de l'expérience du gouvernement Jbeli, et se retrouve aujourd'hui dans une situation alarmante. Le peuple tunisien a peur aujourd'hui. Le peuple tunisien n'a plus confiance en l'avenir. Le peuple tunisien n'a plus confiance dans cette assemblée constituante. Il n'a plus confiance dans ce gouvernement. Le peuple tunisien se rend compte qu'au bout d'une année et demie de pouvoir de cette troïka, le pays est miné par les armes partout. Au départ, lorsque l'opposition a parlé, on nous disait non, c'est des petites quantités, et en plus, ce n'est pas des quantités destinées à être utilisées en Tunisie. La Tunisie est une terre de passage de la Libye vers le Mali. Maintenant, c'est la capitale. Je ne pense pas que c'est des armes qui sont destinées au transit de la Libye vers le Mali. On a trouvé à Mnil, là, quand même, des armes. Mais qu'a fait le ministère de l'Intérieur jusqu'à aujourd'hui pour rassurer le peuple tunisien, qui chaque jour, chaque matin se réveille en apprenant telle ou telle quantité d'armes a été retrouvée dans telle ou telle région, qu'il y a une liste de personnes, de personnalités politiques, de personnalités de l'information qui sont
visés par l'assassinat. Écoutez, laissez-moi achever. Un gouvernement qui a amené, un gouvernement qui a payé, un gouvernement qui a... Je parle d'abord du gouvernement. Je parle d'abord du gouvernement. Un gouvernement qui a mené le pays dans cette situation-là doit rendre des comptes. Or, comment essaie-t-il de rendre des comptes? En remplaçant l'ancien chef de gouvernement par celui qui est le plus responsable dans cet ancien gouvernement de la situation que vit le peuple tunisien. Mais je pense... alors que le peuple tunisien aujourd'hui a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'avoir un calendrier clair. Quand est-ce qu'il y aura la Constitution? Quand est-ce qu'il va y avoir... Quel est le programme? Du moins dans ces grandes lignes pour la résolution des différents problèmes. Donnez-moi continuer. Je ne répète pas les mêmes choses. Je ne répète pas les mêmes. L'agenda, il n'est pas. Il n'y a aucun agenda aujourd'hui. Votre discours n'assure pas le peuple. Quelle est la différence? Répondez-moi, quelle est la différence entre ce nouveau gouvernement et l'ancien gouvernement? Quelles sont les garanties? Alors, quelles sont les garanties qu'il va faire mieux? Vous avez vécu pendant 20 ans dans le gouvernement de Ben Ali. Et nous avons lutté. Vous étiez des membres dans la constitution de Ben Ali. Et Comment Oui, mais Tajdid n'était pas membre dans la constitution de Ben Ali. Parce que Tajdid, Tajdid est un parti historique que Ben Ali même ne pouvait pas écarter. Oui, mais tout simplement. Et Tajdid a fait de l'opposition réelle à Ben Ali, et ce n'était pas l'opposition de figuration, comme beaucoup d'autres partis. On revient un peu à notre sujet là. Nous nous avons opposés au référendum de 2002. Nous nous sommes opposés, nous avons dit non au référendum de 2002. Nous avons présenté des candidats à la présidence malgré le pouvoir. Et nous avons mené notre campagne. Malgré le pouvoir. Oui, malgré le pouvoir. Qui d'autre s'est opposé sur le terrain au référendum en 2002? Qui d'autre? C'est Abdel. C'est pas aujourd'hui, quand le peuple a fait la révolution, évidemment. Oui. Ça devient facile même le 13 janvier, des centaines de partis qu'on va pousser de jour en jour. Vous bousculez pour être dans un gouvernement Ben Ali. Laissons passer ces questions. Revenons à nos moutons. Écoutez, Sablem. Nous, maintenant, nous sommes dans une situation. Nous sommes d'accord sur le fait que ce gouvernement Jbeli, il a échoué. Donc, nous sommes après la date du 6 février. Nous avions une situation le 8 février dans l'Assemblée, dans l'ANC, au sein de l'ANC, il y avait les députés de l'opposition qui refusaient la légitimité de l'ANC. Devant cette situation, là, le peuple a eu peur parce que le peuple ne veut pas le vide. C'est ça le plus important. Maintenant, il y a quand même, tant bien que mal, nous avons un président de la République, nous avons un gouvernement qui a échoué, nous avons un président sans compétence, etc., dans la petite constitution, nous avons aussi un spectacle aux médias actuels. Donc, la contre-révolution, maintenant, elle est vraiment au plein, et il faut faire gaffe. Le 8 février, il faut retourner à la légitimité. Et heureusement qu'on a réussi à le faire. Écoutez, heureusement qu'on a réussi à le faire. La contre-révolution, il faudrait qu'on se mette d'accord. Oui, on va en discuter. On va en discuter si vous voulez. Oui, on va en discuter si vous voulez. Révolutionnaire contre révolutionnaire, ce n'est pas des mots qu'on jette comme ça. Parce qu'on a l'habitude maintenant, après 2 ans, de répéter tout ça. Qu'a-t-il fait de révolutionnaire? Écoutez, qu'a-t-il réalisé des revendications de la révolution? Oui, c'est Abdel, s'il vous plaît. Maintenant, on a l'habitude maintenant, même dans les médias, de dire cette révolution, c'est un épisode de caméra cachée, de parler de tout et c'est quoi cette révolution? Ça devient un peu... La situation devient grave.
S'il vous plaît. Maintenant, il faut que les forces révolutionnaires reprennent les commandes. Et moi, personnellement, je suis content que les jeunes Tunisiens reprennent les choses maintenant, et on est en train de les voir. Alors, Monsieur Nasser, s'il vous plaît, je reviens vers vous. Il nous reste 5 minutes, alors je voudrais attirer votre attention que nous ne sommes pas là pour polémiquer, mais nous sommes là pour éclairer, si vous voulez, nos concitoyens sur les grands problèmes qui se posent au pays. La reddition des comptes, l'établissement de la justice et aussi la réalisation de son indépendance sont des espérances légitimes de tout notre peuple. Mais ce que nous voyons, c'est que lors de la concertation sur la formation du gouvernement, le président de la République et après lui, Ali Al-Araïd, chargé de former le gouvernement, en recevant les partis, ils leur ont affirmé, nous ne l'oublions pas, ils leur ont affirmé que pour ce qui reste de la période transitoire, eh bien, toutes ces demandes-là, la reddition des comptes, le démantèlement de si vous voulez, du système de la corruption et tout, c'est renvoyer, c'est à reporter pour la période définitive. Et moi, je vois que c'est renvoyé pour les calendes grecques. Donc, le gouvernement actuel qui va se former de Ali Al-Araïd et qui est un gouvernement politique, eh bien, pour moi, il ne changera pas vraiment grand-chose. Et d'autant plus que ce qu'ils ont déjà promis à faire, ils leur ont dit que... Quel est votre souhait dans tout ça? Est-ce que vous êtes content de cette situation? Non, non, je ne vous ai pas interrompu, mon ami. Mais laissez-moi expliquer. Ils ont promis, lors des premières concertations, que pour permettre à Ouaffet de rentrer dans le gouvernement, voilà, venez, rentrez, on a accepté votre programme et tout. Et voilà, Ennahda fait volte-face et reporte, si vous voulez, les grandes questions, si vous voulez, pour s'inédier. Donc, ceci pose vraiment une question pour toutes nos consciences. Donc, nous allons rentrer, ou ceux qui comptent rentrer dans un gouvernement, c'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire. Sinon, pour enraciner encore plus, si vous voulez, le parti État dans la structuration de tout l'appareil de l'État. Parce que ce qu'on reproche le plus à Ennahda au cours du gouvernement de la Troïka, c'est d'avoir effectivement transformé l'administration en une administration de parti et qu'il y a une collision entre le parti et l'État. Et ça va continuer. Une question pour vous. Excusez-moi. Et ça va continuer avec le nouveau gouvernement dominé par Ennahda pour permettre justement de remporter les élections. Et cela, c'est très, très grave. Le peuple il perd de plus en plus confiance au gouvernement aujourd'hui. Concrètement, quelles sont les solutions que vous proposez aujourd'hui? C'est quoi les solutions qu'on propose? Parce que là, on voit que les gens, ils sont là, inquiets, je crois. Mais qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qui est bien pour le peuple tunisien et non pour les partis politiques? Ce qui est bien pour le peuple. Je fais un tour de table pour ça. Ce qui est bien pour le peuple, c'est d'abord de revenir aux objectifs, si vous voulez, premiers, de base de la révolution, à savoir le problème de l'emploi, à savoir la cherté de la vie, à savoir le démantèlement, si vous voulez, du système de corruption et de dictature, et essentiellement l'absence de sécurité. Aujourd'hui, on n'est plus en sécurité. Donc le meurtrier de Chokri Belaïd est encore en cavale. Il est en cavale. Et alors là, et personne n'est à l'abri d'une menace quelconque. Eh bien, ça c'est très grave. Nous sommes au bord vraiment d'une guerre civile qui ne dit pas son nom. Le pays vraiment est plein d'armes, donc les caches d'armes sont un peu partout. Et on sent un peu le chaos. Alors, oui, c'est le chaos. C'est le chaos. Mais donc, vous êtes en train de faire peur au peuple tunisien. Non, je suis... Il y a bien sûr des risques dans tout travail. Non, il faut être réaliste. Charles, on va faire le tour de table, on va venir à vous. Il faut être réaliste. Lorsque l'on en arrive aux assassinats politiques et que ça fait maintenant pratiquement un mois et que l'on n'en a pas donné vraiment d'espoir sur les commanditaires, sur les vrais, si vous voulez, responsables des crimes, alors là, qu'est-ce que vous voulez Alors, monsieur Abdelwaheb, allez-y.
Concrètement, aujourd'hui, quelles sont les solutions proposées, selon vous, par le parti de Massar, ou selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Pour El Massar et ses alliés, disons. C'est-à-dire, nous demandons qu'il y ait un gouvernement de compétences nationales, indépendant de tous les partis politiques, et en même temps, une conférence nationale de l'ensemble des forces politiques, sociales et de la société civile, telle qu'elle a été déjà commencée sous l'égide de l'Union générale tunisienne du travail, en vue de tracer un programme clair à tous les niveaux, au niveau de la rédaction de la Constitution, des dates précises, programme économique, de l'ISI, etc. J'ai une question pour vous par rapport à l'ISI, justement. L'ISI, ça y est, elle a été mise en place, les candidatures ont été ouvertes, mais là, à ce moment-là où je vous parle, on est lundi, c'est fermé maintenant. Il paraît que NAHD a envoyé plus de 2000 candidatures pour siéger à l'ISI. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Si c'est vrai, les forces politiques doivent réagir. Parce que l'ISI, il y avait l'ISI qui a travaillé sous la direction de M. Kamel Jandoubi, qui s'est retiré de l'ISI. Qui aurait pu, et qui avait déjà une certaine expérience des élections. Elle a été refusée. Et aujourd'hui, on essaie d'imposer, je ne sais pas de quelle façon, une nouvelle ISI avec une organisation qui n'est pas totalement indépendante, totalement indépendante d'une part, et qui n'est pas, disons, et surtout, cette volonté dont on parle de NAHDA de présenter ses propres candidats. Là, je pense que la société civile et l'Assemblée nationale constituante doivent clairement distinguer entre les éléments qui appartiennent à des partis politiques et qui n'ont aucun droit à faire partie de cette ISI et les éléments réellement neutres et compétents, la compétence, Monsieur la neutralité et Tout à fait. Merci, Monsieur Abdelwaheb. Monsieur Mandela, alors par rapport aux solutions proposées, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Je n'étais pas d'accord avec les propos de Monsieur Nassa tout à l'heure, qui faisait peur aux Tunisiens. Oui, bien sûr, parce que nous, en tant que politiciens, il faut toujours essayer de rassurer, mais pas mentir au peuple tunisien. Il y a une nuance quand même. C'est-à-dire, quand on dit armes, quand on dit armes... Ah non, il ne s'agit pas d'un mensonge. Non. C'est un juste milieu, c'est pas que vous... Non, c'est loin de là. Parce que le peuple tunisien... Attention. Non, attendez. Tout ça a commencé depuis les premiers événements de 2011. Permettez-moi de terminer. Quand je dis mentir, c'est-à-dire moi, je ne mens pas au peuple tunisien. Quand je dis que il n'y a pas d'armes dans le pays, c'est ça ce que je voulais dire. Mais mettre tout et relativiser, mettre tout dans le cadre actuel des choses. C'est-à-dire quand on dit qu'il y a pendant une année que la guerre en Libye, la révolution libyenne qui a duré une année, et tout ça au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire il y avait des dépôts d'armes de tout genre, donc tous les armes circulaient. Librement. Tous les types d'armes circulaient à tort et à travers, donc sur nos frontières et au désert tunisien et algérien. Donc tout ça, ça existait. Nous, on a aussi un problème de contrebande actuel, et tout le monde le sait. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de nous envenimer la vie sur le plan de la cherté de la vie, c'est-à-dire toute la contrebande qui se fait, et les contrebandiers utilisent bien sûr des armes pour se défendre. Tout ça, on le sait. Mais moi, je pense qu'il faut apaiser
notre discours. Vous pensez qu'on est en sécurité aujourd'hui en Tunisie? Hein? On est en sécurité en Tunisie aujourd'hui? Oui, mais notre armée, elle fait tout son possible pour nous assurer le maximum de sécurité des frontières. Disons, la sécurité nationale aussi. On vient de découvrir dernièrement des armes et un nid d'armes à côté de Tunis. Donc, tout ça est inquiétant, mais aussi, il est aussi rassurant sur le plan sécuritaire parce que ces gens-là sont en train de travailler et travailler des heures et des heures pour nous assurer la sécurité. Sur le plan sécuritaire. Oui. Mais moi, je parle surtout sur le plan politique. C'est-à-dire, moi, j'aime bien que la coalition gouvernementale soit le plus large possible. Et pour ce qui est de l'ANC, si Nasr est présent, peut nous donner plus d'informations sur l'éventuel agenda politique, surtout une date pour les élections, parce qu'il est dedans. Donc, tout ça peut se gérer, parce que déjà le premier brouillon de la Constitution et le deuxième brouillon a circulé, disons, même la société civile discuter de ça. Je pense que le porte-parole de l'ANC a dit qu'on pourrait avoir une constitution prête en juin 2013. Juin ou octobre, il nous disait ça. Bon, moi je pense que pour Siad Loueb... On termine parce que là, on a terminé l'émission. Oui, d'accord. Alors, allez-y. Oui, allez-y. Moi d'abord, je voudrais revenir sur la situation actuelle. Il y a quand même des signes qui ne sont pas rassurants aujourd'hui. Lorsque nous voyons et nous assistons tous à une campagne menée dans les mosquées avec comme outil des discours, si vous voulez, religieux qui essayent de mobiliser au profit d'un certain pôle fondamentaliste et pour, si vous voulez, mobiliser pour constituer ou pour préparer un éventuel affrontement, ça c'est très difficile, ça c'est vraiment inadmissible. Il faut d'abord commencer par ça. Le gouvernement à venir, il doit s'atteler d'abord à neutraliser les mosquées et ne pas quand même permettre à certains partis de disposer d'un avantage qui leur est déjà favorable dans le paysage politique. Le deuxième facteur, c'est que le gouvernement de la Troïka est celui qui va venir. Moi, je crains qu'il ne continue à instrumentaliser l'appareil de l'État et qu'il ne s'attelle pas à vraiment neutraliser l'appareil de l'État. Nous avons tous besoin, avant d'arriver aux élections, d'avoir quand même un État dans ses, si vous voulez, dans son appareil, dans ses structures régionales et locales, quand même une certaine neutralité vis-à-vis des partis, ce qui n'est pas garanti aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est que aujourd'hui, à l'Assemblée nationale constituante, lorsque nous arrivons au débat, si vous voulez, définitif sur les grandes questions où il y a quand même des divergences, il y a une tendance un peu vraiment qui paraît de temps en temps et qui est aussi très dangereuse, cette tendance de certains d'aller ou de militer pour une sorte d'État théocratique. Faire de la charia, si vous voulez, la base de la Constitution. Très bien. Merci, on n'a vraiment plus le temps. Oui. Monsieur Abdelheb, allez-y. Justement, je reviens sur les armes. Mais une minute, chacun une minute les maintenant. Armes, il a parlé que de bandes de trafiquants, etc. Je ne pense pas que les armes qui ont été découvertes dans des missiles antiaériens soit des armes qui soient destinées à des bandits ou quelque chose comme ça. Mais je dis que si ces armes sont là, c'est qu'il y a des forces politiques organisées qui sont responsables de l'arrivée de ces armes-là. Et donc le danger est là. Moi, j'ai une question pour vous, s'il y a des partis aujourd'hui en Tunisie, des partis salafistes qui a fait l'actualité de la semaine dernière, alors le Harlem Shake. Quelle est votre position par rapport à ça? On a vu que le peuple passe de la protestation classique dans les rues à des protestations de danse. Et je fais référence au Harlem Shake. Peut-on parler aujourd'hui d'une résistance musicale, selon vous? Quelle est votre position par rapport à ça? Ma position est, disons, le Harlem Shake. Si la jeunesse estime cette forme comme une résistance,
Très bien. Alors, votre position par rapport à ça? À ce que ça se... Très bien. Monsieur Mandel. Oui, c'est une expression, disons, les jeunes... On termine avec cette touche de danse. Hein. Oui, les jeunes peuvent s'exprimer, disons, avec leur manière, disons, un peu folklorique, parfois... ça n'a pas plu au ministère de l'Éducation, en tout cas. Oui, mais je pense que sur ce plan-là, il faut être prudent sur ce plan, c'est-à-dire que laisser, disons, l'indépendance de nos institutions universitaires et scolaires et donc essayer de jouer sur ça. Monsieur Nass, on termine avec vous. Je crois que l'événement a été vraiment trop amplifié et qu'il ne fallait pas vraiment dramatiser ce fait-là. Très bien. Et qu'on accepte quand même que la jeunesse s'exprime d'une manière plus ou moins libre, mais bien sûr toujours dans une certaine forme de responsabilité, puisque nous sommes quand même dans l'enceinte de l'institution scolaire. Et c'est la répression qui a suivi ce déclenchement de cette danse-là, qui en a fait, pour la jeunesse, effectivement, une forme de résistance. Simadi, allez. Oui, Simadi, juste pour mon ami Nass, c'est un propos qui me tient à cœur pour lui dire que nous avons fondé ensemble. Vous n'avez pas fondu, fondé ensemble. D'ailleurs, pour lui, peut-être nos idées se sont fondues, mais disons, ça m'inquiète que son départ a été suivi par une campagne, disons, pas publicitaire, mais une campagne de presse, bien sûr, avec des propos parfois diffamatoires pour le président du mouvement. Je pense que si Nasr a essayé de combler cette affaire beaucoup plus, parce qu'avec des moments, bien sûr, de douleur qu'on a passé ensemble, et des moments aussi de joie et de discussion, il a mal terminé ça. En politique, il faut résister. Et résister. Je ne vais pas vous laisser répondre. Je ne vais pas vous laisser répondre. On n'a vraiment plus le temps. Merci beaucoup, Monsieur Abdelheb Belhaj, membre du bureau politique du Parti El Massad, d'avoir répondu oui et présent à ce débat ce soir. Merci aussi à Monsieur Nass El Brahmi, député à l'Assemblée nationale constituante et malheureusement peut-être pour vous, ex-membre du mouvement Wafé. Et merci beaucoup à monsieur... En politique, rien n'est définitif. Rien n'est définitif. Et merci à monsieur Mandel Ben Ahmed, membre de l'instance constituante du mouvement Wafé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission Débat News sur Tounesnet TV. On se retrouve lundi prochain à 20h15 pour un nouveau numéro. Bonne fin de soirée sur Tounesnet TV. Merci.